Voilà, l'agriculture est donc un des piliers du développement du Cameroun. Une légende prétend d'ailleurs qu'on peut tout faire pousser au Cameroun. Alors, de façon assez synthétique, nous avons la chance de vous avoir, Monsieur le Ministre. Vous êtes ministre de l'Agriculture. Quelle est la stratégie du gouvernement, en quelques mots, sur l'agriculture et sur l'élevage aussi qui nous préoccupe? Vous avez normalement... Ah, vous n'avez pas de micro? Si, vous avez un micro juste à côté. Il est sur on. Bien, merci de me donner l'opportunité de présenter ici les potentialités de l'agriculture camerounaise. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, aime bien le dire. Notre agriculture a beaucoup de potentialités, mais ne joue pas encore pleinement le rôle qui est le sien dans l'économie nationale. Et comme vous l'avez si bien dit, l'agriculture a été identifiée comme pilier principal de transformation structurelle de l'économie nationale, parce que cette agriculture présente beaucoup de potentialités. Tenez par exemple, aujourd'hui, il y a 7,2 millions de terres arables au Cameroun, 4 500 000 sont utilisées. Il y a 400 km de façades maritimes, 13 000 km² de plateaux continentaux et un réseau hydraulique assez fourni. Donc c'est une agriculture qui a beaucoup de potentialités. Nous avons 5 zones agroécologiques qui partent de la zone soudano-sahélienne en passant par la zone des hautes savanes, la zone des hauts plateaux et la zone forestière monomodale et bimodale. Aujourd'hui, notre agriculture a opté, sous l'impulsion du chef de l'État, la politique d'import-substitution. Pourquoi l'import-substitution? Parce que l'économie camerounaise aujourd'hui est une balance commerciale extérieure déséquilibrée. Sur les 1450 milliards qui déséquilibrent notre balance, l'agriculture représente 900 milliards. Nous avons 200 milliards pour ce qui est des produits d'élevage tels que le poisson, le lait et les autres crustacés. Et nous avons 700 milliards qui représentent uniquement les produits de l'agriculture. C'est le blé, c'est le riz, c'est le soja, c'est le maïs, c'est l'huile de palme. Donc, face à cette situation, le chef de l'État a impulsé une politique d'import-substitution. Cette politique consiste à identifier les spéculations qui ont un fort potentiel de développement, un fort potentiel de création de richesses, un fort potentiel de création d'emplois et un fort potentiel pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. C'est dans ce sens que certaines filières ont été retenues. Nous avons le riz, nous avons le maïs, nous avons le palmier à huile, nous avons la pomme de terre, la banane plantain, le manioc et les produits maraîchers. Pourquoi les produits maraîchers? Parce que nous nous sommes rendus compte avec la Covid-19, avec la réduction de la mobilité interurbaine, on a assisté à une rupture des approvisionnements des grandes cités en produits vivriers, en produits nutritionnels. Et c'est pour cela que nous avons opté de faire des ceintures agricoles autour des grandes villes que sont Yaoundé, Douala, Kribi, Konsamba, Garoua, Maroua, et certainement j'en oublie d'autres, pour permettre non seulement de créer des emplois et des activités pour les femmes et les jeunes que nous appelons les couches vulnérables, mais aussi assurer l'alimentation de ces villes. Donc aujourd'hui, pour vous donner une idée, nous importons environ 600 000 tonnes de riz chaque année pour satisfaire nos besoins. Nous importons le maïs, pas forcément pour l'alimentation humaine. Le maïs et le soja contribuent énormément à l'alimentation animale. Donc aujourd'hui, les besoins pour l'élevage porcine, pour l'élevage bovine, pour l'élevage des cabois, et même pour l'aquaculture et l'aviculture, les besoins en maïs peuvent se situer autour de 600 000 tonnes chaque année dont nous avons besoin. Environ 50 000 tonnes de soja pour permettre de compléter l'aliment bétail.
Donc, ce sont des produits qui ont été retenus et qui peuvent être boostés. Il y a aussi à côté l'huile de palme. Nous importons 200 000 tonnes d'huile de palme chaque année, alors que le pays dispose de potentialités. Nous avons des terres, nous avons toutes les potentialités, mais nous importons l'huile de palme. Là aussi, il y a un accent à mettre pour renverser la tendance. Nous avons d'autres produits tels que la pomme de terre, qui est un produit d'avenir. Aujourd'hui, notre production se situe autour de 400 000 tonnes, alors que nous avons besoin de 2 millions de tonnes de pommes de terre. Et nous avons des avantages comparatifs qui font de notre position un pilier central pour l'Afrique centrale et pour la sous-région. Donc, la pomme de terre, pour nous, c'est aussi une filière qui peut non seulement créer des emplois, qui offre des opportunités, qui crée la richesse et qui permet aussi d'assurer la sécurité alimentaire. Enfin, suite à la crise du blé, on a identifié un certain nombre de produits qui peuvent nous donner des farines panifiables. C'est le cas de la banane plantain, c'est le cas du manioc. Et c'est pour cela que nous avons mis en place une politique de développement des chaînes de valeur de ces deux spéculations-là, pour non seulement augmenter la production, mais aussi assurer la transformation dans les bassins de production de manière à créer des emplois et de manière à substituer le blé qui pour nous représente 160 à 150 milliards d'importations chaque année, parce qu'au Cameroun, nous importons presque 900 000 tonnes de blé chaque année. Donc, c'est pour vous dire que l'agriculture a toutes ses potentialités. Les projets sont en cours. En ce qui concerne le riz, il y a des projets d'aménagement des zones hydro-agricoles qui sont en cours, qui nous permettront, à l'horizon 2025, de disposer de 45 000 hectares de zones hydro-agricoles pour produire déjà une bonne partie de riz dont nous avons besoin. Mais notre objectif, c'est d'arriver à exporter le riz, c'est-à-dire pouvoir à la fois accélérer la production du riz pluvial. Notre objectif est d'arriver à 200 000 hectares de riz pluvial et accélérer aussi la production du riz irrigué. Notre objectif, c'est d'arriver à 60 000 hectares de périmètre hydro-agricole. C'est en bref ce que je peux vous dire. Aujourd'hui, l'agriculture camerounaise souffre du fait que nous ne pouvons pas faire face aux grands défis parce que notre agriculture s'appuie essentiellement sur les petits producteurs. C'est pas forcément un mal. C'est pas forcément un mal, parce qu'en réalité, si notre agriculture est résiliente aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, il s'appuie sur les petits producteurs. Parce que les grands producteurs, les grandes exploitations sont très sensibles aux chocs exogènes, alors que les petits producteurs sont plus résilients. Mais ces petits producteurs ne nous permettent plus de faire face aux défis qui nous interpellent, les défis de la croissance démographique, les défis de la forte demande des agro-industries, les défis de la modernité écologique. C'est de manière ramassée ce que je peux dire. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Monsieur le ministre. Notre conférence aujourd'hui est retransmise. Quel est le message que vous voudriez faire passer aux agriculteurs du Cameroun qui sont branchés sur rencontreafrica.org et qui nous regardent aujourd'hui? Quel message vous souhaitez leur faire passer? Le message que nous souhaitons leur faire passer, déjà, c'est un message d'encouragement. Nous sommes fiers du travail qu'ils font. C'est pour cela que nous les appelons les seigneurs de la terre. Le message que nous passons aussi, c'est de dire qu'aujourd'hui, dans l'agriculture, nous essayons d'améliorer le cadre des affaires pour attirer le privé, parce que face aux besoins importants d'investissement, l'État ne peut pas faire face à ces gros investissements, ces investissements colossaux, et il ne nous reste qu'à attirer le privé. Et c'est pour cela que nous essayons de lever un certain nombre de contraintes que rencontre le privé dans l'agriculture, à savoir l'accès à la terre. À ce sujet, nous avons constitué une réserve foncière d'environ 400 000 hectares dans ce que nous appelons la plaine centrale, pour permettre au privé de venir investir et nous permettre de relever les défis. Merci, Monsieur le ministre. Je vais passer la parole maintenant à
à la personne qui représente le CAPEF, puisque nous devions avoir M. Minjos, qui malheureusement a eu un empêchement. Je vais vous demander de prendre le micro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes monsieur Monsieur Akoulon Christophe Joly, le directeur de la promotion économique à la Chambre d'agriculture, de l'élevage, des pêches, des forêts. Alors, quelles La sont CAPEF. La CAPEF. Quelles sont les missions de la Chambre d'agriculture, justement? Merci. La Chambre d'agriculture a plusieurs missions. Parmi les plus importantes, nous avons la formation. La Chambre d'agriculture, comment la Chambre d'agriculture exécute ses formations? Nous avons d'abord des formations thématiques qui sont adaptées à chaque terroir en fonction des besoins identifiés par nos ressortissants. Nous exécutons des ateliers de formation. Mais en plus de cela, nous avons des formations initiales avec notre dispositif de formation qui est constitué de 10 écoles pratiques qui se trouvent dans les 10 régions du Cameroun. Après la formation, nous avons la mission d'accompagnement. Nous accompagnons nos ressortissants dans l'élaboration de leurs projets, la maturation de leurs projets. Ensuite, nous les accompagnons également dans la recherche des financements. Dès qu'ils obtiennent des financements, nous les accompagnons dans la mise en œuvre de leurs projets et dans la promotion économique de leurs produits. En ce qui concerne la promotion économique, nous savons que la CAPEF participe à toutes les foires dans tout le monde entier et même au niveau local où nos ressortissants font la promotion de leurs produits. La dernière mission, après la promotion économique, nous avons aussi mis en place des centres de services pour permettre à nos ressortissants de ne pas faire de longues distances pour avoir accès à certains services comme l'approvisionnement en intrants, le machiniste, quand ils ont besoin des machines agricoles, ils peuvent les trouver dans tous les 300 communes. Nous comptons mettre en place les centres de services et nous avons commencé par expérimenter dans la région de l'Ouest, à Bamongum, où nous sommes en train de mettre en place un centre de services pour faciliter la mécanisation agricole. Je vous remercie. Alors, Monsieur le ministre a déjà évoqué quelques pistes. Selon vous, quels sont les moyens les plus urgents à mettre en place pour que l'agriculture soit plus rentable, mais à la fois plus écologique? Au niveau de la rentabilité de l'agriculture, nous pensons qu'aujourd'hui, les promoteurs agricoles ont des problèmes de foncier. Le foncier est un véritable problème parce que tous nos ressortissants, surtout de la diaspora, nous parlent toujours du problème de foncier. Nous essayons aussi de voir comment on peut les faciliter la tâche. Monsieur le ministre l'a bien dit tout à l'heure, avec la mobilisation des milliers d'hectares dans la plaine centrale, je pense que ça va résoudre ce problème et nous aurons cette fois-ci des agriculteurs de grande taille, des agriculteurs un peu costauds pour quitter de la petite agriculture familiale à une agriculture d'entrepreneurs agricoles. En ce qui concerne l'environnement, nous avons aujourd'hui ce que nous faisons, c'est des formations. Dans nos thèmes de formation, nous essayons de montrer aux agriculteurs comment protéger l'environnement, comment rendre l'agriculture plus rentable en utilisant peu d'espace mais avec un bon rendement. Et on applique aussi l'agroforesterie pour préserver. Je vous remercie. Alors, on a parlé de taille. Est-ce que vous avez au Cameroun des systèmes style coopérative aussi, vous qui connaissez bien le terrain? Oui, le système agricole, les organisations paysannes au Cameroun sont constituées. On a des grandes fédérations, on a des coopératives, on a des unions, des GIC. La plus petite unité, c'est le groupe d'intérêt commun, le GIC. Et dans le cadre de la mise en œuvre des projets, nous avons remarqué que c'est les coopératives qui répondent un peu dans la mise en œuvre des projets parce qu'ils sont constitués d'un grand nombre d'adhérents et avec eux, on peut faire vraiment de l'agriculture de seconde génération. Par contre, avec les petits producteurs, c'est très difficile. Ils n'ont pas assez de moyens et c'est très difficile de travailler avec eux. D'accord, on va parler maintenant de transformation alimentaire avec vous, Monsieur Kandem. Vous êtes le président de Sadipin. Est-ce que votre groupe est récent? Qu'est-ce qui a fait votre réussite?
Je pense que votre micro doit être ouvert. Alors, je vais demander à votre voisin peut-être de passer. Ça y est, ça y est. Répétez la question, s'il vous plaît. Alors, la question, je disais que vous êtes un groupe récent qui performait beaucoup sur l'Afrique. Qu'est-ce qui a fait, au départ, votre réussite? Merci beaucoup. Je crois que je n'ai pas encore de réussite. Ah bon? Je suis encore un débrouillard. Et si je suis venu ici pour parler un peu, c'est pour que nous essayions de voir ensemble comment nous pouvons grandir ensemble. Grandir ensemble voudrait dire, vous qui avez déjà 10 pas en avant et que nous avions peut-être 20 pas en arrière, que vous essayez de faire encore quelques pas en arrière pour nous tirer les mains, pour nous tirer les bras, pour pouvoir créer ensemble des choses au Cameroun. Nous avions beaucoup d'handicaps sur le déficit de matières premières au Cameroun. On a l'envie de créer les industries, mais on n'a pas de matières premières. Vous aurez, si, comme le ministre vient de dire tout à l'heure, vous aviez les gens qui sont dans le secteur de l'huile de palme. Ils travaillent peut-être 6 mois par an. Le reste du temps, ils n'ont pas de matières premières. Il faut importer, alors qu'on a des terres. Il y a des gens qui ont la volonté de cultiver des palmiers à huile, mais qui n'ont pas de moyens. Alors, ce qu'on vous demande de nous aider à faire, de nous aider à mécaniser notre agriculture, c'est de nous trouver, on sait que chez vous, vous aviez gardé un peu beaucoup d'argent depuis la création du monde, donc vous aviez des fonds qui sont gardés quelque part. On voudrait que vous nous donniez un peu de fonds, que vous nous aidiez, pas nous donner gratuitement, hein. Il faut nous donner pour dire que bon, vous allez rembourser ça peut-être pendant 50 ans. Ça va nous permettre d'aller pas à pas. Et ensuite, l'État doit structurer, encadrer ces choses-là pour pouvoir vous donner aussi le courage d'en bénéficier un peu. Nous aurons aussi besoin, parce que chez vous, vous aviez créé ce qu'on appelle les coopératives par zone, et les gens s'associent pour faire l'agriculture. Ils se rassemblent, ils ont des stockages communs, et ça permet à tout le monde de ne pas avoir des pertes pendant la récolte. Donc, tout ça, ça nous manque. Donc, il faut il faut nous ramener à faire une discipline de production pour nous permettre de ne plus aller importer des matières premières, pour ne plus avoir les déficits de devises, comme le ministre a dit tout à l'heure. Ça va nous permettre de nous encourager et ensuite d'enlever la pauvreté. Parce que quand vous voyez, il y en a des gens qui rêvent toujours d'aller à l'étranger, c'est parce qu'ils ne se retrouvent pas. S'ils avaient des portions où il y a je sais que dans le cacao, il y en a, on donne des 10 hectares aux gens, ainsi de suite, pour se regrouper. Mais si ça ne leur donne pas un peu de moyens qui doivent être équilibrés, qui peuvent survivre, qui peuvent aller à l'hôpital avec ces moyens, qui peuvent nourrir leur famille, ils vont toujours penser à dire, je veux travailler quand j'ai un peu de moyens. Il va seulement dire, je veux aller en Europe, je veux aller au Canada, aux États-Unis, alors que la richesse, c'est ici. Vous-même, vous savez que vous rentrez toujours ici en Afrique pour chercher cette richesse. Et ça, il y en a. Mais ça appartient à ceux qui ont de l'intelligence comme vous. Parce que nous sommes encore les débrouillards. Et vous vous débrouillez très bien, j'en suis sûr. En tout cas, l'avantage de ces rencontres Africa, c'est effectivement de faire passer des messages. Et je pense que le vôtre est très, très bien passé. Une dernière question. Moi, je voudrais savoir comment... Très bien, en tout cas, la salle vous a bien entendu. Comment vous voyez les partenariats avec des entreprises étrangères, vous-même? Vous savez,
Nous, on a toujours grandi dans l'individualité et c'est difficile de s'associer. Mais je crois qu'on est contraint aujourd'hui de s'associer. C'est difficile de s'associer parce que peut-être c'est l'environnement qui y prête. Et je crois que l'État doit regarder ce problème parce que s'il faut grandir, il faut être ensemble. Si on n'est pas ensemble, on ne peut pas grandir. Maintenant, pour grandir, il faut avoir les moyens. Aujourd'hui, si vous trouvez quelqu'un qui a 50 hectares de terre et il dit qu'il va cultiver seul avec les mains, comment il va s'en sortir? Il ne peut pas. Alors, si on arrive à développer leur intelligence pour dire, si vous avez les terres, il y a quelqu'un qui peut venir mettre les moyens. Si vous avez les terres, il y a quelqu'un qui peut mécaniser. Et ensuite, on fait la clé de répartition sur le résultat. Et ça va permettre qu'on amène les gens. Et si les gens peuvent respecter leurs paroles, je crois qu'on peut se développer ensemble et on peut s'associer pour pouvoir faire des choses. Moi, je crois que c'est le chemin actuellement qu'il faut que l'État essaie d'explorer pour pouvoir amener les gens à comprendre cela. Qu'on ne dit plus ça, c'est mon champ, mais on dit ça, c'est un champ que ça va nous produire de l'argent, que ça va nourrir la population et ensuite que ça va permettre d'exporter même pour sauver d'autres vies ailleurs. Merci beaucoup pour votre participation. Je vais me tourner vers mon autre voisin, M. Mboula. Vous êtes le secrétaire général de Boissons du Cameroun. Vous avez un micro normalement quelque part, peut-être ici, voilà. Bon, alors, Boissons du Cameroun, c'est le groupe Castel, c'est l'une des entreprises les plus rentables d'Afrique. Comment, vous allez me dire, on est sur le chemin, on est tout petit, vous savez, non, c'est ce que vous allez me dire. Mais comment le groupe s'est intégré au Cameroun au départ? Bien, au départ, donc, c'était spécialement donc, les boissons, comme on disait. Mais en réalité, le groupe Castel au Cameroun, c'est plusieurs filières. Nous avons la filière boissons, nous avons la filière donc, sucre, nous avons la filière aussi minerie, et nous avons une filière aussi des emballages alimentaires. Et donc, en fait, tout ceci est issu de réflexions. Quand on parle de l'agroalimentaire, en fait, il faut créer la valeur ajoutée locale. Et c'est cette stratégie donc, de créer la valeur locale qui nous a amené finalement à diversifier nos filières au Cameroun. J'ai lu quelque part que vous aviez monté une ferme il y a quelques années. C'est ça? Oui, effectivement, bon, la ferme est fonctionnelle depuis 2 ans, mais il faut dire que la ferme n'est pas, je vais dire, l'activité principale, mais c'est plutôt une valeur ajoutée d'une de nos filières. C'est de la filière minerie. Bon, vous savez, les boissons, c'est de la matière première locale. Et en matière de matière première locale, agricole, nous avons le maïs. Et initialement, on importait du graisse de maïs. Et avec un taux d'importation de 80%, et puis on s'est ravitaillé aussi donc, localement un taux de 20%. Et vous savez, la guerre en Ukraine, le Covid, toutes ces menaces, finalement, nous avons transformé ça en opportunité. Autrement dit, on a eu des difficultés pour s'approvisionner. Donc, il y a eu de l'inflation. Et au-delà de ça, on a eu des problèmes de devises. Et finalement, nous avons mené la réflexion qu'il fallait plutôt élargir notre capacité donc, de production de graisse de maïs. On le faisait déjà, en fait, avec un partenaire très important qui nous a accompagnés pendant plus de 40 ans. Et donc, nous avons renforcé donc, la capacité donc, de production de graisse en créant une compagnie qu'on appelle compagnie fermière, mais en réalité, l'activité principale, c'est de produire de graisse de maïs pour donc, produire la bière. Et dans cette production donc, de graisse de maïs, nous avons donc, des résidus qui, finalement, qui servent de matière première pour produire de la provende. Et évidemment, on s'est dit pourquoi pas produire aussi des poussins. Donc, des poussins d'un jour. Et nous produisons actuellement 80 000 poussins par semaine environ. Voilà. Mais c'est une valeur ajoutée qui vient s'intégrer dans la filière en fait minerie.
Donc, Une boisson à base de poussin, c'est vrai que ça peut être agréable. Oui, mais bon, mais c'est une valeur ajoutée en tout cas. C'est une valeur ajoutée, Oui, non, ouais. oui, voilà, qui vient Bien s'ajouter dans nos filières, quoi, voilà. Et bon, évidemment, quand je parle de valeur ajoutée locale, et nous pensons que les entreprises agroalimentaires qui pourront résister, ce sont ceux-là qui vont créer la valeur locale. Parce qu'en réalité, avec le problème de devises, le problème d'approvisionnement, il faut réfléchir plutôt au circuit court. Il est évident que le maïs pousse au Cameroun. Et bon, si on peut produire de graisse de maïs localement, on n'a pas besoin donc de commander, faire passer des bateaux qui prennent un mois et autres. Donc voilà un peu notre stratégie en matière donc, de création de valeur ajoutée, ou du moins favoriser les circuits courts. Donc vous êtes un groupe heureux. Qu'est-ce qui vous manque finalement? Bon, non, il nous manque toujours des choses. Bon, vous savez, c'est l'amélioration continue. Et bon, nous, aujourd'hui, notre politique, en fait, c'est d'améliorer la valeur ajoutée locale. Actuellement, nous sommes dans l'ordre entre 40 et 50 en matière de valeur, en matière de valeur locale ajoutée. Mais nous projetons l'objectif pour nous d'arriver à 70% de valeur ajoutée locale. Et ça intègre les matières premières, ça intègre aussi les consommables, les emballages. Donc, c'est tout ça qui constitue pour nous donc, les piliers en fait, donc, de valeur locale ajoutée au niveau local. Parfait. Merci pour votre témoignage. Je vais vous demander de donner le micro à votre voisin. Merci. Avec Monsieur Kellel. On va parler du froid parce que en préparant cette émission, j'ai vu que 50% des mangues ou des ananas étaient jetés en Afrique parce qu'ils étaient périmés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un chiffre que vous pouvez confirmer? Oui. Bonjour tout le monde. Donc nous sommes le groupe ABN, un groupe français avec une présence dans plusieurs pays en Afrique. Donc, on réalise des projets clés en main en froid industriel et traitement d'air, à savoir des chambres froides, positifs, négatifs, des tunnels de congélation, des tunnels de surgélation. On réalise aussi tout ce qui est traitement d'air. Donc, oui, Laurent, donc, je confirme donc, ce pourcentage. Sur d'autres pays, ce pourcentage est beaucoup plus important. Par exemple, l'année dernière, on était à Kinshasa. Et le pourcentage de produits périmés s'élève à 76%. Vraiment, c'est une perte en double pour les agriculteurs. Pourquoi? Parce qu'ils perdent 3/4 de leur récolte. En plus, ils sont obligés donc, de vendre leur récolte pendant une période très limitée, donc à des prix très bas qui ne couvrent même pas donc, leur prix de revient. Donc nous, on propose des chambres froides solaires et mobiles, donc sous forme de conteneurs. Donc on a deux tailles, conteneurs 20 pieds et 40 pieds. Et ces chambres froides donc, peuvent résoudre cette problématique donc, pour conserver donc, les récoltes, que ce soit de fruits ou de légumes, sur une longue période. Comme ça, donc, les agriculteurs peuvent écouler donc, leurs récoltes petit à petit avec des prix corrects. Et en même temps, donc, les consommateurs ils peuvent donc, acquérir ces produits à des prix raisonnables. Donc, c'est une solution gagnant-gagnant, que ce soit pour les agriculteurs, que ce soit pour les consommateurs. Voilà. Et donc, ça a toute sa place au Cameroun, pays gorgé de soleil. Donc, vous êtes là aujourd'hui pour rencontrer aussi d'autres clients potentiels. Vous êtes présent avec nous pendant ces 2 jours? Tout à fait. Donc, je suis présent donc, depuis mardi dernier. Donc, on était à Douala et aujourd'hui et demain, nous sommes ici. Voilà, donc, pour rencontrer donc, les conseils régionaux, pour rencontrer quelques hommes d'affaires, des coopératives. Voilà, donc, juste un autre point, donc, qui est notre invention par rapport à ce produit, c'est nous, on a la particularité qu'on stocke du froid pendant le jour pour l'exploiter pendant la nuit. Donc, on ne stocke pas de l'électricité produite avec les panneaux photovoltaïques. Et ça, il a l'avantage de ne pas avoir des batteries qui s'usent avec le temps et qu'on est obligé de les remplacer, parfois donc à des coûts très élevés.
et ce n'est pas toujours évident donc, de les trouver disponibles sur le marché local. Donc nous, on stocke du froid, on ne stocke pas d'électricité pendant le jour. Et voilà. Donc je suis sous le chapiteau, donc comme ça, donc pour montrer cette solution, voilà, rencontrer, voilà. Qui évite de jeter et qui permet de conserver cette chaîne du froid très importante et qui peut-être permettra à certains agriculteurs d'augmenter leurs revenus. Tout à fait. En plus, on a l'avantage de donner une application qui vous permet de contrôler la température à l'intérieur de la chambre à distance via smartphone. Donc, on peut contrôler la température 24/24 à distance. Et ça, c'est très important. Donc, ce n'est pas la peine d'aller contrôler physiquement donc, les produits. Donc, comme ça évite d'ouvrir la porte de la chambre froide et de contrôler à distance. Merci pour cette solution. Autre solution, alors cette fois, on ne parle plus d'agriculture, mais on parle d'élevage. Avec Robin, vous êtes l'un des 3 fondateurs de Coco Veto. Donc, vous avez mis en place une application qui peut être très, très utile pour les éleveurs. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça fonctionne? Effectivement, donc on est une entreprise française qui accompagne les éleveurs et les vétérinaires en santé animale. Donc, on les aide à monter en compétences pour savoir comment réagir face à une maladie, éviter la prépondérance des maladies et augmenter la productivité dans les élevages. Alors ça permet aussi donc d'aider les éleveurs, mais aussi de traiter de la data. Dans quel but? Actuellement, la data va nous permettre de mieux comprendre les problèmes qui sont présents dans les élevages, mieux les anticiper pour éviter des grandes épidémies comme il a pu y en exister dernièrement, que ce soit la grippe porcine ou encore la grippe aviaire. Avec la data, on va apporter vraiment cette connaissance concrète du terrain qui va être remontée rapidement grâce au numérique. Et avec ça, on va anticiper, prévoir et permettre d'avoir une meilleure valeur ajoutée par la suite pour les producteurs. Alors, même question que tout à l'heure. Vous êtes là depuis quelques jours. Est-ce que ça se passe bien au Cameroun? Est-ce que vous avez déjà des pistes de développement? Est-ce qu'on vous a dit, tiens, comment ça marche? Je suis intéressé. Alors, effectivement, on a été surpris et on a vraiment été étonné de voir la réactivité du marché camerounais, qui est hyper dynamique et on sent qu'il y a vraiment une émulation autour du marché de l'agriculture et notamment du marché de l'élevage avec des acteurs qui sont prépondérants. Et les rencontres africaines nous ont permis de rencontrer des acteurs de référence pour vraiment apporter notre plus-value à ces acteurs-là et qu'il y ait une vraie mise en relation concrète pour une collaboration à venir. Monsieur Drobniak, vous êtes chef du service économique à l'ambassade de France au Cameroun. Et avec vous, nous allons parler du programme FARM qui aide à la formation et finance des projets d'agriculteurs, c'est ça? Oui, ça marche. Merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Je vais vous parler brièvement de cette initiative FARM. Et si vous permettez, je voudrais commencer par un petit sondage, en réalité, m'adresser à la salle. Combien d'entre vous connaissent cette initiative FARM? Levez bien haut le bras, s'il vous plaît. Bon, quelques-uns quand même, mais pas une majorité. Je vais vous dire rapidement de quoi il s'agit. Tout d'abord, pour faire un petit rappel historique, c'est une initiative qui a été lancée par le président Emmanuel Macron au moment de la survenue de la guerre en Ukraine, donc au printemps 2022. Et à un moment très difficile dont nous nous souvenons tous, où cette guerre a eu des conséquences immédiates sur des chaînes d'approvisionnement et des chaînes de valeur mondiales concernant les produits agroalimentaires, et notamment le blé, bien sûr. Et une partie des pays les plus affectés par ces perturbations étaient et sont toujours, dans une certaine mesure, les pays d'Afrique, aussi bien d'Afrique du Nord que d'Afrique subsaharienne. Et donc cette initiative, à l'origine, était destinée à éviter par un certain nombre de points, je ne vais pas tous les détailler, j'en détaillerai un, mais d'essayer d'éviter ces disruptions sur les chaînes de valeur et de faire en sorte que les pays très dépendants, notamment de leurs importations, puissent passer le cap, si je peux m'exprimer ainsi.
C'est une initiative qui a été endossée immédiatement au sommet de l'Union européenne début 2022, donc endossée par l'Union européenne, par tous nos collègues européens, mais également endossée par certains, par la communauté multilatérale, en particulier FIDA, FAO, PAM. Au Cameroun, c'est une initiative que le président Macron a voulu porter comme l'un des axes, d'ailleurs, un des axes principaux de sa visite, visite que nous avons évoquée ce matin, ici même à Yaoundé en juillet, il y a presque, effectivement, presque un an, jour pour jour. Et nous avons organisé à cet effet une table ronde que Monsieur le ministre nous a fait l'honneur et l'amitié de co-présider d'ailleurs, consacrée à ce problème et au problème de sécurité alimentaire aussi au Cameroun. Et c'est à l'issue de cette table ronde donc, il a été conjointement décidé de faire du Cameroun l'un des points d'application de l'initiative Farm. Ça n'est pas le seul. L'initiative Farm, elle est mondiale, elle est multilatérale, mais elle s'adresse, je pense en particulier, à ces pays les plus vulnérables sur le plan des importations agroalimentaires, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Et il a été décidé de lancer cette initiative avec deux principes, je dirais un peu fondateurs. Tout d'abord, partir de la demande du secteur privé, donc mettre le secteur privé réellement au centre de cette initiative. Et deuxièmement, privilégier les projets de taille moyenne. De taille moyenne, j'y reviendrai tout de suite après. Pourquoi ? Parce que ces projets-là ont beaucoup de difficultés, notamment dans le secteur agroalimentaire et agricole, à trouver des financements. Les grands projets, ça peut être un paradoxe, mais les grands projets trouvent plus facilement les guichets ouverts pour des institutions financières. Les petits tickets ou les moyens tickets, comme on dit, ont beaucoup plus de mal en la matière. Alors, pour être très concret, que s'est-il passé depuis ? Première chose, un appel à projet lancé par le GICAM avec le ministère de l'Agriculture, avec le ministère de l'Élevage, pour donc faire remonter au niveau de ses partenaires, faire remonter un certain nombre de projets dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, tout domaine, tout secteur, d'une taille entre, si on parle en euros, d'une taille d'investissement entre, de mémoire, 500 000 euros, 5 millions d'euros. Donc cette frange intermédiaire que je rappelais tout à l'heure. Tout secteur, toute région confondue. Et sur les plusieurs centaines de projets qui ont été, qui sont remontés par cet appel à projets, les équipes en charge ont sélectionné une vingtaine de dossiers. Ça ne veut pas dire que les autres sont abandonnés, mais commence par travailler sur une vingtaine de dossiers. Il y a eu un gros travail de fait, je tiens à le souligner et le saluer, pour faire des allers-retours permanents avec les porteurs de projets et, afin d'affiner en termes non financiers principalement, d'affiner leurs projets. À partir de là, et je pense que c'est une des innovations du processus Farm, un groupe de financiers, d'institutions financières, a planché sur les 20 dossiers. Ce groupe comprend des institutions, des banques locales ici, implantées au Cameroun. Je ne citerai pas pour ne pas faire de publicité, pas citer ce que je pourrais malheureusement oublier. Mais donc des institutions, des banques locales, des institutions de microfinance, et côté français, Proparco, qui est un peu en lead côté français sur ces aspects-là, bien sûr, sur ces aspects financiers. Vous aurez, je pense, tout à l'heure dans l'atelier financement, oui, le directeur de Proparco qui vous expliquera tout ça bien mieux que je ne peux le faire. Proparco et BPI France, qui est donc la banque publique d'investissement française. Ce groupe de financiers a examiné les dossiers, a fait aussi beaucoup d'allers-retours et continue de le faire. C'est un processus qui est toujours en cours, je dois le dire, pour arriver à faire maturer ces projets sur le plan financier. Sur le plan non financier, troisième caractéristique, et là aussi c'est un peu une innovation du processus Farm,
Sur le plan non financier, nous avons l'aide, la participation de partenaires français, un peu l'équivalent du GICAM. Le MEDEF international est impliqué dans ce processus, mais également la coalition Alpha. Je pourrais vous dire, si j'ai le temps, exactement qui regroupe la coalition Alpha en France. Vu que le temps nous est un petit peu compté. Oui, absolument. Donc, cette maturation, elle est en cours, autant sur le plan financier que sur le plan technique. Le but est de créer des partenariats et de trouver des solutions de financement. Alors, la question que vous allez me poser, et je l'anticipe, c'est quels sont les montants financiers, quel est le volume, l'enveloppe consacrée à Farm. Alors, j'allais rajouter en 2 mots ma question. Eh bien, il n'y en a pas en propre. En tout cas, il n'y en a pas pour le moment. Nous travaillons avec les outils existants, mais dans le cas de Proparco, par exemple, nous, côté gouvernement français, notre but est de mettre Proparco en position de financer un plus grand nombre d'opérations et un plus grand volume d'opérations, donc lui donnant un certain nombre de moyens pour démultiplier ces interventions, qu'elles soient sous forme de prêts, de garanties directes ou indirectes. Mais ça, encore une fois, le directeur de Proparco vous l'expliquera tout à l'heure. Juste une dernière question, si jamais cette offre peut intéresser d'autres personnes, est-ce qu'il y a un site internet sur lequel ils peuvent se rendre et éventuellement postuler pour la prochaine session? Est-ce qu'on peut donner un rendez-vous internet quelque part? Alors, un rendez-vous internet, je ne suis pas sûr, mais mon conseil, c'est aller vers les institutions financières qui sont vos institutions financières de proximité, purement camerounaises, aller vers Proparco, qui est implanté au Cameroun, aller vers les institutions publiques du ministère qui sont complètement impliquées, le GICAM. Et si, in fine, vous ne trouvez pas, venez également vers nous, à l'ambassade, où nous vous aiderons pour vous mettre en relation avec ces partenaires. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais me tourner vers M. Yeboué. Vous êtes, alors ici on est au Cameroun, à Yaoundé, et vous êtes le président de la région du Bélier, en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir rejoints. Vous avez un micro normalement qui fonctionne. Voilà, ça doit fonctionner là. Vous prenez celui de votre voisin peut-être. Voilà, il fonctionne. Merci de nous avoir rejoints. Alors vous vouliez parler d'employabilité des jeunes, avant tout. Bien, il faut le lier au thème qui nous concerne cet après-midi. Il y a dans nos régions et certainement un peu partout beaucoup de jeunes et qui posent le problème de leur employabilité, ce qui est tout à fait normal. Et au niveau de la région, nous avons réfléchi pour adresser ce problème, cette préoccupation. C'est ainsi que le Conseil régional du Bélier, qui est en Côte d'Ivoire, au centre de la Côte d'Ivoire, a créé un centre de formation. Un centre de formation pour les jeunes, un centre de formation agricole, puisque c'est une zone essentiellement rurale. Et là, nous avons commencé à former des jeunes. Et dans le cadre de cette formation, nous avons bénéficié d'un financement de l'Union européenne dans le cadre du programme Archipelago. Et des jeunes issus de l'immigration, d'autres issus du territoire, ont été recrutés. Et ainsi, plus de 400 jeunes ont bénéficié d'une formation. Une formation duale en rapport avec la Chambre nationale de l'agriculture, la Chambre d'agriculture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, notre partenaire privilégié, et avec un institut de formation en Côte d'Ivoire, formation agricole, nous avons mis en place ce programme. Et ces jeunes ont été formés. À l'issue de leur formation duale, ils sont capables de se prendre en charge, de créer leur propre entreprise, de se mettre ensemble pour créer quelque chose. Et
à côté dans ce consortium de 6 organisations, il y a Entrepreneurs du Monde, qui est une ONG qui va permettre de financer la réalisation de ce que ces jeunes veulent faire. C'est une innovation qui permet à ces jeunes de pouvoir trouver un travail, de pouvoir se mettre à leur propre compte et de réduire le taux de pauvreté qui est de l'ordre de 42% dans notre région actuellement. Merci beaucoup pour cette belle initiative. J'ai une dernière question à vous poser. Demain, vous serez aussi ici, à Yaoundé. Vous avez une assemblée générale. Quel sera votre message auprès de vos confrères? Bien, le message il est simple. Il se trouve dans ce que je viens de dire. Je suis au niveau de l'AIRF, vice-président de l'AIRF, chargé de l'affirmation du rôle des régions. Et l'occasion m'a été donnée il y a à peu près 2 ans de cela, de venir ici au Cameroun, voir nos frères et sœurs de la région qui venaient être nouvellement installés pour promouvoir en quelque sorte l'AIRF qui est capable d'aider dans le cadre de la coopération avec l'extérieur, avec l'Europe particulièrement, pour pouvoir bénéficier de formation. L'AIRF donne des moyens pour qu'effectivement il y ait la formation au niveau du pilotage des projets, la conception, le pilotage et même l'évaluation du projet. Donc j'invite nos frères et sœurs des différentes régions qui seront là à être attentifs à tout ce qui va se faire au niveau de l'AIRF. C'est pour la coopération, c'est pour le partenariat, c'est pour le bénéfice de jeunes et des femmes de nos différentes régions. Merci d'avoir partagé ce message. Je vais vous demander maintenant de partager votre micro avec votre voisin. Monsieur Mbélé, vous êtes président du Conseil régional de l'Est, si je ne dis pas de bêtises. Quel rôle peuvent tenir les régions dans le domaine de l'agriculture, selon vous? Merci de nous passer le micro. Je crois que les régions ont dorénavant un rôle très important dans l'organisation de nos régions, dans l'organisation de la production, dans l'organisation des populations, des producteurs. Parce que nous connaissons les facteurs de production, notamment en matière d'agriculture. Monsieur le ministre a déjà dit, nous avons des terres, nous avons beaucoup de potentialités de production au Cameroun. Nous avons même des populations dynamiques, nous avons une main-d'œuvre jeune, abondante. Il est simplement question d'abord de les organiser en termes de GIC, en termes de coopératives, en termes d'union de coopératives, de fédérations de coopératives. Et ensuite, il faut leur apporter les moyens. Et quand nous parlons de moyens ici, nous parlons de moyens financiers, mais aussi de moyens techniques et technologiques. Il faudrait que l'on dépasse, évidemment, le niveau de l'agriculture de subsistance, le ministre l'a déjà dit, pour atteindre le niveau de l'agriculture moderne, l'agriculture de 2e génération, une agriculture qui ravitaille la transformation, dont l'agroalimentaire. Et en ce moment-là, on ne parle pas de produire sur 2500 mètres carrés, mais sur des grandes superficies de centaines d'hectares. Il faut donc arriver à faire comprendre cela à la grande masse de la population qui jusque-là avait été habituée à l'agriculture de subsistance. Mais j'insiste qu'après les avoir organisés, il faut qu'on soit capable d'apporter les moyens. Et c'est en cela que une rencontre comme celle-ci me semble déterminante, très importante, où on peut attirer l'attention aussi bien des partenaires du privé, du secteur privé, que du secteur public. Je voudrais faire, si monsieur le ministre le permet, lui faire un clin d'œil pour dire que nous nous attendons à ce que l'État mette effectivement des moyens à la disposition des conseils régionaux pour accompagner les producteurs. Parce que nous ne pouvons pas imaginer qu'aujourd'hui, l'on parle de développer l'agriculture et même de développer nos régions en allant offrir des maquettes
des brouettes et des pousse-pousse à nos agriculteurs. On ne va pas aller très loin avec cela. Donc, je suis convaincu que si nous faisons le pas en avant pour adopter une logique que nous n'inventons pas aujourd'hui, parce que c'est des logiques qui, dans l'agriculture, ont fait les preuves partout ailleurs, je suis persuadé que d'ici 5-10 ans, le visage de l'économie de nos pays va certainement changer. Merci beaucoup pour votre message. Et puisque Monsieur le ministre nous a fait le plaisir de rester parmi nous, il y a eu beaucoup de messages, vous avez entendu beaucoup de choses. Je vais vous laisser le mot de la fin. Vous pouvez, si vous le voulez, répondre à certains de ces messages, ou vous pouvez conclure simplement cette conférence. C'est comme vous le souhaitez. En tout cas, merci d'avoir participé et d'avoir écouté tout le monde. Bien, moi aussi je vous remercie de l'honneur et l'amitié que vous faites de prendre la parole ici. J'ai suivi le président du conseil régional. Il faut avouer que le ministère de la Culture et du Développement rural travaille en étroite collaboration avec les collectivités territoriales décentralisées. Nous avons, pour les mairies, nous avons 4 axes de décentralisation qui sont déjà l'encadrement agricole. Nous avons programmé en 2023 rétrocéder tous les postes agricoles, tous les centres d'éducation et d'action communautaire et toutes les brigades de traitement phytosanitaire, nous allons les rétrocéder aux mairies. La deuxième chose, il y a toutes les mini-infrastructures communautaires. Nous déléguons de l'argent aux mairies pour le faire en raison de 8 milliards par an. C'est vrai, ce n'est pas assez, mais c'est déjà un début. Donc, ces mini-infrastructures concernent le désenclavement, ce que nous appelons les routes communales, les magasins de stockage, les marchés de ravitaillement, les mini-adductions d'eau et les cases communautaires. Donc, vous voyez bien qu'on concerne tous les domaines dans ce sens pour pouvoir améliorer les conditions de vie en milieu rural. En ce qui concerne les régions, nous avons proposé 2 compétences pour les rétrocéder. Ce sont les centres régionaux de formation agricole que nous allons rétrocéder aux régions et tout ce qui est politique semencière, tout ce qui est politique de production semencière, nous allons le remettre aux régions. Tout à l'heure, nous avons parlé des magasins de stockage. Effectivement, les pertes post-récolte sont très, très importantes pour certaines filières. On a cité les ananas, il y a la tomate, il y a les oignons, il y a la banane plantain. Il y a beaucoup de filières comme ça qui ont des pertes post-récolte élevées. Et nous croyons que les régions pourront s'investir pour permettre que les producteurs puissent avoir des centres de stockage conformes aux normes, parce que vous avez des produits tels que la pomme de terre, il faut la stocker à 5 degrés. C'est des magasins spécifiques, c'est des magasins quand même qui coûtent un certain montant. Nous avons parlé de la mécanisation. C'est vrai que nous avons un centre d'expérimentation et de vulgarisation de mécanisation, mais les régions peuvent venir en appui parce que les petits producteurs ne peuvent pas prester certains services. Et c'est pour cela que nous appelons soit les privés, soit les collectivités territoriales décentralisées à venir pour faire ce travail. Bref, vous avez compris que l'État concentré dans son rôle régalien qui est de faire les investissements stratégiques. J'entends par investissement stratégique des ouvrages de maîtrise des ressources naturelles qui sont l'eau ou les autres ressources naturelles, les aménagements hydro-agricoles qui sont des investissements lourds, ou bien les désenclavements de certains bassins de production, et les collectivités territoriales décentralisées et le privé peuvent prendre le relais en ce qui concerne tout ce qui est facteur de production. J'ai entendu le maire de Baham tout à l'heure parler de l'organisation. Nous avons choisi
plutôt une organisation par filière, parce que nous envisageons maîtriser toute la chaîne de valeur. Lorsqu'on prend une chaîne de valeur, que ce soit cacao, que ce soit café, que ce soit pommes de terre ou banane plantain, on maîtrise toute la chaîne de valeur. Et pour cela, nous avons, fin 2021, promulgué une loi sur les interprofessions. Les interprofessions permettent à tous les maillons de la chaîne de valeur de se mettre ensemble, de capitaliser la plus-value de la chaîne de valeur et de faire une redistribution équitable pour qu'aucun maillon de la chaîne de valeur ne soit lésé dans les retombées de cette chaîne de valeur. Donc, en fait, c'est sur ça que nous nous sommes orientés, tout en encourageant les GIC à se transformer en coopératives qui sont arrimées au droit, au WADA sur les coopératives. Donc, c'est des réformes vraiment structurelles que nous essayons de faire pour accompagner. Nous essayons de trouver des financements innovants pour les jeunes agriculteurs, encore que nous avons au niveau du ministère mis dans certaines institutions financières ce que nous appelons des fonds de développement des filières qui permettent à ces jeunes-là de développer leur activité. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites et nous croyons que la mise en place des régions nous permettra de rétrocéder ces choses-là aux régions et d'avoir une meilleure visibilité sur la politique agricole du Cameroun. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le Ministre, et je suis absolument d'accord avec Monsieur Mbele et vous-même. Dans Rencontre Africa, il y a le mot rencontre et vous allez pouvoir vous rencontrer pendant 2 jours. Merci à tous d'avoir participé à cette conférence qui sera retransmise en replay sur rencontreafrica.org. Dans quelques instants, une autre conférence à propos des infrastructures du Cameroun.